Bonsoir à tous et bienvenue à ce premier webinaire initié par l'association Valentin Aoui. Je suis le docteur Béatrice Lebaille et je voudrais vous dire combien je suis honorée d'avoir été invitée à partager ce moment avec vous tous. Comme vous le savez, l'association Valentin Oui est une association, on va dire un peu ancienne, historique, qui existe depuis plus de 130 ans, j'ai vu ça, et elle a surtout le mérite d'avoir su s'adapter à l'évolution de la déficience visuelle et du handicap visuel en France. Au départ, cette association était, entre guillemets, orientée sur la prise en charge uniquement des aveugles. Et de plus en plus, vous avez su vous adapter au suivi et à l'accompagnement des personnes malvoyantes en tenant compte en plus des différents niveaux de malvoyance, légère, modérée, sévère. Je vais dire Tout bonjour à l'intérêt Monsieur du Bézard, webinaire je sais ce pas si soir, j'ai tout reconnu. l'intérêt du webinaire ce soir, ça va être d'évoquer avec vous différentes solutions et vous allez voir que même dans une déficience légère ou modérée, on a déjà des possibilités pour améliorer l'autonomie. Avant de lancer les interventions des participants, je vais passer la parole à Monsieur Olivier Loup qui va vous faire quelques rappels importants On peut commenter le sur son des comme ça. modalités techniques à respecter de façon à ne pas saturer et à notre bande passante et à laisser la parole Après, au ça tourne pas tout maximum à seul. nos intervenants. Olivier, à vous. Merci Béatrice. Alors effectivement, avant de commencer la C'est présentation de plus ce simple comme ça. webinaire, je vais vous demander de bien vouloir m'accorder quelques instants d'attention. Je vais vous demander de fermer Les vos joues, micros, s'il vous plaît. Pour les personnes déficientes visuelles qui seraient avec nous, il suffira de faire Alt A pour c'est déjà enlever fait. le micro. Je vais également vous demander de bien C'est qui vouloir nous, les fermer zooms? vos caméras pour C'est que zoom ou nous vous? puissions avoir de la bande passante. Enlevez la Pour les caméra. personnes Mais déficientes j'ai fait deux, je l'ai visuelles, fait moi. Je l'ai fait. c'est Alt V. Attends, c'est encore en caméra. Si vous souhaitez nous poser Oui, des non, non, non. questions, Vas-y, il laisse vous la caméra. suffira d'utiliser le chat et nous y répondrons. Pas la peine de prendre vos micros ou de lever la main. Nous ne prendrons que les questions qui partiront du chat. Par écrit. Si vous souhaitez, Ah, d'accord. Ouais, c'est pour par alléger écrit, la bande. 350 personnes. si nous n'avons malheureusement pas la possibilité de répondre à toutes vos questions, dans ce cas, vous pourrez envoyer un email à l'adresse suivante communication@avh.asso.fr. Et tu peux le faire après, ça, toi. Voilà. Donc, nous allons commencer ce webinaire. T'entends bien là? Bien vieillir avec une DMLA, un glaucome, une rétinopathie, quelles sont les ressources? Qu'est-ce qu'il faut Je vais faire? commencer d'abord par vous présenter l'association. Donc, l'association a été créée en 1889 et est reconnue d'utilité publique depuis 1891. Nous sommes membres cofondateurs du comité de la charte du don en confiance. Et l'association est une association de bénévoles dont la vocation est d'aider les personnes aveugles ou malvoyantes à sortir de leur isolement et leur apporter les moyens de mener une vie normale. Vous l'aurez compris, notre credo, c'est l'autonomie. Pour les années 2000, notre vision, elle est simple, c'est d'accueillir, d'accompagner vers l'autonomie, comme je viens de le dire, et surtout également d'agir pour l'accessibilité. Notre organisation s'organise autour de trois piliers. Donc, vous avez le siège de l'association avec ses services experts. Vous avez évidemment les comités, mais là, je reviendrai dessus tout à l'heure un tout petit peu plus. Et des établissements, tout ça réuni dans une seule entité juridique. Notre projet associatif a pour objectif de définir les orientations de l'association pour les années à venir et de fédérer autour de nos priorités. Donc, comme je l'ai dit, notre credo, c'est d'agir pour l'autonomie. Notre raison d'être est simple, c'est de permettre aux bénéficiaires de l'association d'accéder à l'autonomie, de les former à un emploi, à de nouvelles technologies, leur donner la possibilité d'accéder à la culture, de leur proposer des activités sportives et des activités de loisirs, de leur proposer des séjours de vacances adaptés et de leur permettre de participer à la vie sociale
toujours en pleine autonomie. 3 grandes priorités nous guident: l'autonomie physique et numérique, l'accès à la culture et à la vie sociale, l'accompagnement à l'emploi. Qu'est-ce qu'on entend par agir pour l'autonomie? C'est soutenir, former, accompagner les personnes aveugles ou déficientes visuelles vers l'autonomie par un environnement adapté. Donc, c'est là où on va retrouver toutes ces problématiques autour de l'accessibilité physique, numérique, audiovisuelle, les matériels adaptés, et ça, on vous en parlera plus avant pendant ce webinaire, et en promouvant l'accessibilité physique, en sensibilisant, formant, en donnant des conseils auprès des acteurs du bâti, mais également en participant à l'accessibilité du matériel de la vie quotidienne. On reviendra vraiment sur ce point tout à l'heure, et pourquoi pas aussi à l'accessibilité numérique en aidant aux outils de communication. On aide également Je vois ce qui a été écrit. les personnes déficientes visuelles à vivre pleinement dans la société actuelle et trouver des solutions adaptées. Alors, où nous trouver? Nous avons aujourd'hui 62 comités et 63 correspondances, ce qui nous permet de dire qu'on est présent à peu près dans 120 implantations en France. Donc, vous voyez la carte de France qui s'affiche près de vous. Donc, vous pouvez retrouver facilement le comité le plus proche de chez vous. Nous sommes présents évidemment dans de nombreuses grandes villes, 41 préfectures et 11 sous-préfectures. Notre stratégie actuelle, c'est de continuer à renforcer ce maillage territorial pour couvrir des zones blanches en métropole et en outre-mer. On n'y a jamais téléphoné à Saint-Germain. Alors, quels sont nos services? Et je vais en présenter 3 sur l'intégralité des services que nous avons au sein de l'association. Le plus connu, c'est le service social et juridique qui accueille dans toutes les implantations de l'association des personnes déficientes visuelles qui viennent chercher les premières informations sur ce qu'il faut faire en cas de déficience visuelle. Donc, le service social physiquement se trouve au siège de l'association. Il est composé d'assistants sociaux qui, tout au long de l'année, apportent des vraies solutions aux personnes déficientes visuelles et surtout leur permet d'accéder à leurs droits. L'assistance du service social se trouve donc dans les démarches, la reconnaissance du handicap, les demandes de prestations et évidemment le conseil juridique. Enfin, une petite nouveauté qui vient de naître à l'association, c'est que nous sommes également partenaires de l'hôpital des 15-20, avec lequel nous avons créé l'Institut de réadaptation visuelle Saint-Louis. Et au sein même de cet institut, le service social aura une antenne. Autre service très connu de l'association, c'est la médiathèque. Alors, la médiathèque, c'est une plateforme qu'on appelle EOL et qui permet à des personnes déficientes visuelles ou aveugles de télécharger des livres, mais pas uniquement, puisque évidemment tout le monde n'est pas à l'aise avec l'outil informatique. C'est également une médiathèque auprès de laquelle on peut commander des livres braille qui vous seront envoyés en franchise postale, c'est-à-dire gratuitement, et également des CD-ROM que vous pourrez utiliser avec un lecteur Victor. Donc, c'est un fonds qui est très riche puisqu'il comprend 22 000 livres en braille, 65 000 livres en DAISY audio. Donc, ça, c'est un format qui permet d'utiliser donc, le Victor dont je viens de parler. Et vous pouvez également trouver des partitions musicales en braille sur le site de la médiathèque. Voilà. Dernier petit point à savoir sur la médiathèque. La médiathèque est en partenariat avec des bibliothèques et des médiathèques publiques partout en France. Aujourd'hui, on a à peu près 660 médiathèques qui sont partenaires de l'association et dans lesquelles les personnes déficientes visuelles peuvent aller récupérer des livres en sachant que ces bibliothèques municipales ont été formées à la déficience visuelle. La médiathèque aujourd'hui, c'est plus de 17 000 utilisateurs, 337 550 ouvrages adaptés empruntés par an et donc ces fameuses 600 partenaires, médiathèques partenaires. Voilà.
Et après, ça rapetissait sur quelqu'un. Tout dernier point, le service du matériel spécialisé, où de nombreux matériels spécialisés peuvent aider les personnes déficientes visuelles dans leur quotidien. Et ce point va vous être développé tout à l'heure par Christian, donc je ne vais pas déflorer le sujet. Sachez simplement que notre association possède une boutique à Paris et des relais en région, 9 en région et 5 au niveau du département. Voilà. Vous pouvez également trouver tous les produits sur Internet ou passer des commandes directement par téléphone. Voilà. 460 références au catalogue et plus de 6500 bénéficiaires qui bénéficient du matériel spécialisé. Je vais laisser la parole à Martine Routon. Et je redemande, s'il vous plaît, à ce que vous coupiez bien vos micros et surtout vos visios parce que ça prend de la bande passante et nous sommes plus de 350 ce soir. Je vous remercie. Martine, je te laisse la parole peut-être? Non, c'est Voilà, à Christian. Ah pardon, c'est à Christian. Voilà, Christian arrive. Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous ce soir pour ce premier webinaire. Je vais partager l'écran. Olivier, j'ai toujours la même petite photo dessus. Il y a Jérôme Charbon qui est sur mon écran, c'est normal? Euh, il faut aller dans la... Pour partager l'écran, il faut aller tout en bas. Oui, mais j'y suis, partager l'écran, ça me met l'animateur à désactiver le partage d'écran par les participants. Et j'ai en gros Jérôme Charbon. Alors, est-ce que Jérôme Charbon a voulu partager l'écran? J'en sais rien. Je ne sais pas. Est-ce que Christian, tu nous entends? Moi, vous m'entendez là ou pas? Alors attends, je parle de Christian Nogues, notre responsable informatique. Peut-être qu'il pourra nous aider. Oui, je vous entends. Euh, Merci Christian. je vais essayer de faire quelque chose. Je pense que le participant Jérôme Charbon a dû cliquer sur participer, Ah, il y a des chances. sur ouvrir l'écran et du coup, je ne peux pas y accéder. Est-ce que Monsieur Charbon, vous pouvez Alors, enlever... c'est moi, Jérôme Charbonnel, mais je ne sais Ah, pas comment j'ai pu faire un truc pareil, parce que j'avoue que je suis pas très à l'aise avec Zoom. Alors, est-ce qu'il y a un bouton En J'ai bas, un sur bouton partager. ouais, partager l'écran, il faut cliquer dessus. Mais j'ai cliqué dessus pour voir, et il me met seul l'autre pour partager dans cette réunion. Donc, je mets OK, ce qui veut dire que, pour moi, de mon côté, ça veut dire que c'est pas partagé, en fait. alors, essaye de repartager, Christian Bézard. Oui, ça y est, ça s'ouvre. Ouf, Ah, voilà. ouf, on va y arriver. Voilà, partager, ça devrait marcher là. Bravo. C'est bien, Christian. Merci. Voilà. Voilà, donc moi je suis Christian Bézard, je suis un ancien opticien, je suis responsable bénévole du service matériel spécialisé de l'AVH des Yvelines. Et donc je vais vous présenter les prérequis pour pouvoir avoir du matériel adapté et utilisable par les déficients visuels, malvoyants et aveugles. En premier, pour s'équiper en matériel adapté à sa malvoyance, pour bien vivre au quotidien, pour continuer à accéder à la culture, à la communication et pour se déplacer. Donc des choses tout à fait importantes pour éviter l'isolement des personnes et leur permettre au quotidien de bien vivre euh, normalement. Voilà. Il faut par contre définir ça en fonction de capacités visuelles qui sont, si on prend des systèmes grossissants, l'important du grossissement, la vocalisation si le grossissement n'est plus adapté, et puis le tactile quand on a des problèmes encore plus importants et qu'on est à l'aise au braille. Il faut vraiment faire ça en fonction de ses attentes. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Est-ce que c'est une activité que l'on faisait précédemment et qu'on veut perdurer? Ou alors si on veut découvrir d'autres choses et surtout de ses besoins. Et bien sûr, il faut faire attention à l'évolution de la pathologie et dans tous les cas, toujours personnaliser les équipements.
Alors, je vous ai fait un tableau où on a les aides qui sont faites pour la vie quotidienne. Et pour exemple, la cuisine et l'alimentation, à savoir ce qui est disponible dans le magasin spécialisé, donc avec pour le matériel, des fours micro-ondes parlants, des gants de cuisine pour éviter les brûlures, un indicateur de niveau criquet pour remplir son verre ou sa tasse de café sans qu'elle déborde, le séparateur d'œufs et la balance vocalisée. Également, l'étiqueteur vocal. L'étiqueteur vocal, c'est quelque chose de très facile et très utilisé par les déficients visuels. C'est un petit stylo qui nous permet, à l'aide d'étiquettes que l'on a collées sur un support, on enregistre un petit message. Par exemple, on va parler de Doliprane, par exemple, pour les médicaments, et on dit, j'en prendrai matin, midi et soir pendant 8 jours. Et quand on va mettre le bout du stylo sur cette étiquette, ça va nous l'annoncer et ça va rendre service aux déficients visuels. Autre part, vous avez l'horlogerie. Donc, les réveils parlants, plusieurs modèles, les réveils parlants qui sont connectés à la montre internationale, l'horlogerie gros caractère ou les montres parlantes braille et les porte-clés parlants. Également les minuteurs parlants quand on veut faire de la cuisine. Voilà. Il y a le matériel paramédical qui rend de grands services avec les thermomètres parlants, tensiomètres parlants, glucomètres parlants, les coupes comprimées et les pèse-personnes vocalisées. Ensuite, les loisirs. On a donc les caractères agrandis pour le Scrabble, les dés en relief, les jeux de cartes. Tout ça est disponible au SMS. Les téléphones fixes, grosses touches, donc ce sont des téléphones d'intérieur qu'on utilise vraiment de moins en moins, mais enfin, ils ont des grosses touches. Certains ont des retours vocalisés quand on appuie sur le 2, le 3, le 4, ça vous l'annonce à chaque fois. Et bien entendu, sur chaque appareil, on peut mettre des mémoires qui sont très importantes. Et puis également, on a les téléphones portables, adaptés et vocalisés, qui évoluent vraiment énormément avec des appareils relativement simples à utiliser et très, très manipulables par des personnes qui sont malvoyantes. Voilà, on va parler de la vocalisation. Je vais essayer d'enlever mon truc en haut, là, qui m'embête un petit peu. Hop. Pardon, allez, j'ai fait une petite... Voilà. Quand on veut passer à la vocalisation, c'est toujours particulier. Les déficients visuels ont beaucoup de mal à abandonner le peu de reste de leur vision et de basculer sur les choses qui vont être vocalisées par la suite. Et c'est vraiment assez important. Donc, les préalables, c'est avoir admis de faire autrement, toujours analyser ses besoins, être bien conseillé, bien évidemment, et porter des lunettes adaptées à la distance d'utilisation. Quand on a un téléagrandisseur ou une loupe, il faut absolument mettre ces lunettes de vision de près, même si elles sont anciennes. Elles vont focaliser l'image sur la rétine et l'appareil va grossir l'image dans le plan rétinien. Donc, les recommandations, c'est tenir compte du grossissement utile, sa capacité à déchiffrer ou à lire, sa fatigabilité. Il faut absolument faire des essais, s'initier, se former. C'est ce qui se passe dans tous les magasins que nous avons et qui vraiment, vous avez des gens qui sont là et dédiés à vous prêter les choses, vous faire des essais dans les espaces dédiés et l'intégrer dans sa vie professionnelle parce que, bien entendu, ces appareils que l'on va obtenir vont changer nos habitudes. Il va falloir peut-être aller sur un bureau ou autre. Donc voilà ce qui existe, les tablettes ou les liseuses, les tablettes que l'on connaît bien, hein, tout le monde a pratiquement son portable maintenant avec une tablette, ou des liseuses qui vont avoir une taille de texte adaptable et un contraste adapté, ce qui permet dans les débuts de la malvoyance de rendre de grands services. Maintenant, on a des assistants vocaux, ce sont des enceintes intelligentes accessibles pour tous, on va en parler plus tard dans ma présentation. Et puis, donc, on passe aux livres et revues en caractère agrandi. Là, on a des éditions multiples. Moi, j'en ai mis quelques-unes. Il y en a encore d'autres. Hein. À vue d'œil, les éditions Ferian et la revue Mieux voir. Il faut bien entendu au départ s'assurer que la taille des caractères correspond bien à sa vision, sa vision
au jour J. Pour ce qui concerne les aides optiques, vous avez les systèmes de loupe, dont dont le grossissement utile dépend de l'acuité nécessaire à une tâche déterminée, à savoir pourquoi c'est faire, et surtout à savoir, c'est que plus la loupe grossit, plus elle est petite. Ça, c'est dans les loupes analogiques, les petites loupes simples. Donc, je vous ai mis un exemple de la loupe 3,5 qui est très grande et la loupe 10 fois qui est toute petite. Il y a également des loupes à main, des loupes à poser éclairantes. Tout ça est à essayer en fonction de ses besoins. Je vous ai mis à droite également les systèmes optiques qui sont moins utilisés, notamment c'est utilisé surtout chez les opticiens spécialistes basse vision. Les systèmes télescopiques, c'est une petite loupe d'horloger qui est collée sur la lunette, fixée sur la lunette, et qui va grossir énormément, compliqué à utiliser parce qu'on est dans des distances de l'ordre de 20 cm. Et puis les systèmes microscopiques, c'est la même chose. Ce sont des verres très forts qui sont prismés du côté nasal et qui permettent également, par le fort grossissement, de vous faire accéder à une lecture aisée. Maintenant, ce sont les systèmes électroniques grossissants, les loupes électroniques, où les écrans vont de 3 à 12 pouces. La manipulation est assez simple. Les grossissements vont de 2 à 20 fois. Sur chaque appareil, vous avez un contraste modifiable, des lignages. Celle de droite, celle qui est très grosse, la 12 pouces, elle est sur un support et elle va permettre de jouer à des jeux comment, des, le mot m'échappe, des petits jeux, on peut écrire en dessous, écrire un courrier et faire des mots croisés, par exemple. Et puis, il y a donc les téléagrandisseurs qui, eux, ont des écrans qui vont de 20 à 37 pouces, des grossissements variables de 3 à 30. Alors, le téléagrandisseur, bah, c'est forcément sur un bureau. Il faut vraiment aller à un endroit bien déterminé. Maintenant, on est beaucoup plus aisé puisqu'on va grossir dans des conditions importantes et on a un champ beaucoup plus large. Ces appareils existent de deux façons, fixes ou portables. Portables qui sont livrés dans une petite mallette et qui vous permettent de vous déplacer en voyage ou éventuellement d'aller dans une réunion ou une projection est faite. Les portables ont une tête d'écran, des têtes de caméra qui pivotent et qui permettent de lire de loin et de près, et même pour les femmes éventuellement de se maquiller. Voilà. Alors, quand on passe à la vocalisation, je vais arrêter ça parce que j'ai un petit truc en haut qui me nuit là. Voilà. Selon les contraintes de l'aide visuelle et en fonction de la limite du grossissement, et plus on grossit, moins on voit de caractères à la fois. Il en résulte un déchiffrage très lent, un anodement, une perte de fluidité de la lecture et au final une incompréhension. En conséquence, on a une perte d'efficience, une fatigabilité, la lassitude et le renoncement. Et donc là, on conseille de passer au système. Ah, pourquoi ça ne marche plus? Excusez-moi, Voilà. Donc, il y a dans un premier temps des systèmes électroniques multifonctions. C'est le même téléagrandisseur que vous avez vu tout à l'heure, qui est équipé d'une synthèse vocale. Chez nous, ça s'appelle le Naratello. Et qui donc, quand vous allez être sur votre écran, vous avez une ligne rouge qui va s'afficher et vous appuyez sur un petit bouton, ça vous lit la page. Sinon, vous avez le Voxy One, qui est une loupe électronique qui sert également de machine à lire. Et quand on lui met une carte SIM, il fait fonction téléphone. Vous avez également l'identification du code barre et les étiquettes autocollantes comme sur l'étiqueteur vocalisé dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, vous avez l'Orcam. Là, c'est un stylo étiqueteur. La personne indique ce qu'elle veut voir. Le système traduit l'image et lit le texte. Donc, il y en a trois. Il y a l'Orcam My Eye qui est sur la lunette directement, qui est relativement onéreuse et quelquefois un petit peu assez visible quand même. L'Orcam Read qui est un stylo qui lit. Et un nouveau venu là depuis récemment, depuis le début de l'année, qui s'appelle Orcam Read 3 et qui est un lecteur et en même temps téléagrandisseur. Et puis, on a des machines à lire qui, elles, n'ont pas d'écran du tout, qui vont traduire en quelques secondes dans une voix claire les textes imprimés, très simple d'utilisation, deux modèles à la VH, la Naratellis et la Arc Reader. Voilà, et puis la dernière année, c'est la machine à lire Voxivision, reconnaissance de texte très fiable en moins d'une seconde, détecte maintenant l'écriture manuscrite
grâce à l'IA, une synthèse vocale de très haute qualité, entièrement pilotable à la voix ou avec des gestes de la main, très transportable, et ça traduit également dans toutes les langues. Vous lisez de l'italien, vous le voulez en français, en anglais, ou inversement, de l'anglais en français, il n'y a pas de problème. C'est vraiment très, très chouette. Voilà, je vais vous parler des revues sonores et la presse vocale. Donc, les livres lus disponibles notamment à la médiathèque EOL. Olivier vous en a parlé tout à l'heure. Également dans les associations pour déficience visuelle et dans le commerce. Il existe des périodiques enregistrés. Ça, c'est sur abonnement, notamment Happy Davy. Et puis, pour le journal, vous avez Vocal Press qui vous permet de lire la presse en toute simplicité. Il y a plusieurs dizaines de quotidiens différents et il faut une adhésion mensuelle, bien évidemment. Je vous parle rapidement du braille. Le braille est un système d'écriture tactile à points saillants à l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes, surtout accessible pour les jeunes quand on a appris très jeune pour suivre sa scolarité. Chez l'adulte et la personne âgée, apprendre le braille est compliqué parce on a les doigts qui sont moins sensibles et on peut apprendre, avoir du braille fonctionnel pour le repérage et l'étiquetage et quelquefois lire, mais relativement lentement. Maintenant, à la médiathèque Valentin Oui, vous avez le braille EOL. C'est un espace qui est dédié aux lecteurs braillistes. Pardon. Vous y trouverez tant des livres braille papier à emprunter sur place ou par courrier que des livres chargés en braille numérique à télécharger. Rapidement, la médiathèque, donc Olivier vous en a parlé, 70 000 livres enregistrés en format DAISY. C'est soit sous forme de CD que l'on commande par téléphone. La bibliothécaire ou le bibliothécaire vous envoie le CD à domicile et vous n'avez pas à le renvoyer. Tout ceci est gratuit. Donc, accessible gratuitement pour les personnes justifiant d'un handicap visuel, moteur, cognitif ou dysfonctionnel. Voilà, le lecteur, dans certains comités, vous avez des prêts qui sont faits du lecteur Victor. Et donc, on fait des essais de 1 à 3 mois, des essais découvertes. Et dans certains comités, une forme de location avant achat qui permettent de se familiariser au Victor parce que les personnes sont en général réticentes quand on leur dit la vocalisation, c'est pas mal, il faut l'essayer avant de l'adopter. Donc, il y a le lecteur de salon Victor et les lecteurs de poche Milestone ou Victor Stream qui, eux, vont vous permettre de lire ce que vous téléchargez à la médiathèque très facilement. Le Valentin Lecture qui est en développement en phase finale, c'est pas encore tout à fait développé, c'est en cours. Ça va être fait à l'aide de connexions Wi-Fi. C'est fait en association avec Amazon. Donc, on annonce le lancement de Valentin Lecture. Il y aura donc les 70 000 livres de la médiathèque qui seront et ça sera vraiment très facile. Ce sera à portée de voix. Il suffira de dire Alexa, ouvre Valentin Lecture et on lira son livre. C'est pas encore le moment. Des aides techniques importantes. La canne blanche, dès qu'on est dans des acuités qui sont très basses. La canne jaune qui est spécifiquement destinée aux personnes malvoyantes. L'avantage de la canne malvoyante ou non-voyante ou très malvoyante, c'est que vous identifiez par rapport aux personnes qui vous entourent et les gens sont bienveillants autour de vous. C'est très important de le savoir. Il existe des cannes simplement d'identification qui sont encore plus petites qu'on met dans sa poche quand on ne veut pas les montrer. Sur ces cannes, vous pouvez y mettre des aides électroniques. Il y a la canne Tom Pouce qui va se fixer dessus comme vous le voyez. Et également, également le Rango, que je n'ai pas indiqué ici. Ce sont des petits blocs qui se mettent sur sur le bas de la poignée et qui vont vous indiquer votre chemin et bien d'autres choses. Et il existe également des GPS vocaux, Stellar Trek, GPS et machine à lire. Donc, c'est un petit GPS qui va vous guider dans les rues très facilement et qui sert également de machine à lire dans ce modèle-là. Un autre modèle s'appelle le Victor Trek, qui lui qui est pour écouter des livres et qui sert également de GPS. Télécommande pour balises sonores et feux sonores. Donc, c'est important quand vous avez des magasins qui sont équipés de balises sonores. Vous arrivez devant le magasin, ça vous dit les heures d'ouverture, ça vous dit où est la porte, ça vous dit où est la sonnette. C'est vraiment très important pour les malvoyants. Les aides humaines, c'est donc savoir se faire guider, c'est donc toujours pour la canne.
il faut absolument prendre des cours de locomotion, c'est très recommandé, parce que savoir faire de la locomotion avec une canne, c'est pas évident, et il y a plein de petits détails qui sont adossés à cette formation de locomotion qui vous permettent dans la rue d'avoir beaucoup plus d'aise et surtout d'éviter les écueils d'un trottoir, d'une marche que l'on aurait pas vu. Et puis, il y a le fameux chien guide que tout le monde connaît. Voilà, pour terminer, donc, je vous rappelle, donc, Valentin Oui, le service Internet, le SMS historique de Paris aux 3 rue du Roc. En France, vous avez en région 10 SMS, 7 dans les départements et 12 corners de démonstration dans certains comités. Et bien entendu, le site. Les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes qu'Olivier, mais ce sont les derniers chiffres. Voilà pour ma part, Olivier. Tu peux fermer? Je ferme. Je me ferme. Ah bah mince. Alors, partage d'écran. Merci Christian. Si vous voulez bien, nous allons laisser maintenant la parole à Martine Routon qui va évoquer Oui. avec nous comment bien choisir son aide à la lecture. Nous réserverons un temps à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Merci. À toi Martine. Voilà. Bonsoir, donc Martine Routon. Donc, je suis vice-présidente de l'association Valentin Oui et je suis chargée de la mission sociale et de la sensibilisation. Avec Olivier Louc, nous avons tenté cette première expérience de webinaire à distance pour tout public et j'espère que ça amènera des satisfactions à ceux qui cherchent des renseignements, puisque c'est notre but. Donc ce soir, on s'adressait surtout aux personnes âgées confrontées à une perte visuelle et on a poussé la réflexion sur le choix d'une aide à la lecture, comment s'y prendre et comment arriver à déterminer ce qui va correspondre aux besoins de la personne. Donc, cette réflexion, elle concerne évidemment tout ce qui est empêché par un déficit visuel, quel qu'il soit, que ce soit une cécité totale ou pratique, une perte de vision centrale comme dans la DMLA et dans différentes maladies maculaires, une perte de vision périphérique avec la rétinite pigmentaire et les hémianopsies, et des déficits qui sont souvent mixtes dans le glaucome et les rétinopathies diabétiques. Donc, le problème, c'est de trouver comment réagir devant ce bouleversement de l'accès à la lecture. Et classiquement, pour ce qui est de la cécité totale et pratique et des malvoyances profondes, on va se tourner vers les systèmes vocalisés ou tactiles. Et pour les malvoyances légères et moyennes, vers les systèmes grossissants. On peut aller aussi vers le vocalisé quand il y a beaucoup de fatigue, mais on va rarement dans ces situations-là vers le tactile. Par contre, c'est quand même une difficulté que de se dire qu'on a perdu une lecture fluide, aisée, automatique, instantanée, et d'accepter et d'admettre qu'il va falloir lire autrement avec une aide, parce qu'elle s'appelle une aide, elle ne fait pas tout, hein. Et donc, on voit quand même beaucoup de personnes, et notamment chez les personnes âgées et atteintes des malades, de se laisser aller au fatalisme lié au vieillissement. C'est pas grave, c'est le vieillissement, on laisse tomber. Mais on s'isole, on perd de l'activité, on devient très passif et c'est quand même bien dommage. Mais toutefois, il faut quand même le dire, ces aides techniques demandent un apprentissage, une appropriation, une intégration dans la vie du quotidien et changer ses habitudes, c'est pas toujours simple. Donc, on ne peut pas non plus être plus royaliste que le roi, mais
je pense que d'être aidé comme on l'est par nos associations et par différents professionnels ne peut être qu'encourageant, et renoncer, c'est quand même se priver de beaucoup de plaisir. Maintenant, quand on a besoin d'une aide visuelle, il faut comprendre qu'on va sans doute devoir privilégier une installation. On ne prend plus un journal et on le lit là où on est. On va s'installer avec son système grossissant. Donc, un petit coin lecture, c'est toujours bon à mettre en place. Et il faut vraiment admettre que cette aide sera toujours personnalisée. C'est pas parce que la voisine a une loupe électronique qui lui convient qu'elle vous conviendra. Hein, donc ça, il ne faut pas perdre ça de vue. Et puis, c'est quand même un petit côté perfide parce que parfois, il faut envisager plusieurs systèmes. Une ou plusieurs aides sont nécessaires selon l'activité. Vous ne lirez pas la notice des médicaments avec la même loupe que celle que vous utilisez pour lire le journal, par exemple. Et puis, il faut admettre, parce que ces maladies auxquelles on est confronté avec l'âge sont souvent évolutives, que l'aide correspond au déficit à un instant T. C'est pas de la faute du vendeur ou c'est pas de la faute de la personne qui vous a accompagné dans le choix si votre aide ne correspond plus à la vision qui a diminué du fait de l'évolution de la pathologie. Mais quelle que soit la situation, il faut bien s'informer sur les solutions parce que les systèmes, vous avez vu avec Christian tout de suite, ils sont très... il y en a beaucoup. Et que prendre, que choisir. Et puis aussi, il faut prévoir un budget et rechercher des financements. Ce n'est pas toujours simple. Donc, la règle, c'est de prendre en compte, bien sûr, ses attentes, ses besoins, ses aptitudes, mais aussi et surtout sa fatigabilité visuelle, j'entends. Hein. Si on a des irritations oculaires dès que l'on fixe un petit peu, si on se met à larmoyer, on ne va pas lire longtemps. Hein. Donc, il y a aussi le problème de toutes ces pathologies qui accompagnent le vieillissement, la baisse d'audition, l'arthrose des mains qui ne permettent pas de tenir une loupe. On a pourtant des supports, mais on n'y pense pas toujours. On ne pense pas toujours à s'en procurer. Et puis certains sont confrontés à des pertes, des troubles cognitifs qui démarrent. Et ils oublient un petit peu comment se servir de l'outil ou appuyer sur le bon bouton. Et on voit là du renoncement parfois à s'équiper à cause de ces difficultés. Mais enfin, pour tous, quelle que soit l'atteinte, il va falloir se poser la question, une aide visuelle, pourquoi faire? Est-ce que je veux lire un article? Est-ce que je veux lire quelques lignes de mon programme de télé? Est-ce que je veux suivre mon journal comme je le faisais habituellement? Lire un roman? Lire une affiche ou une recette de cuisine? Et puis, on va s'interroger sur le service que peut nous rendre cette aide. Est-ce qu'il correspond réellement à nos attentes? Mais là, vous l'avez compris, vu la multiplicité des aides, les essais sont incontournables. Hein. Mais essayer, là je veux mettre à l'aise toutes les personnes âgées, ne veut pas dire l'adopter. Parce que la première séance d'essai, on est quand même parfois enthousiaste, mais on est parfois frustré parce que ça ne correspond pas forcément à la simplicité de l'utilisation qu'on pouvait imaginer. Il faut se dire aussi que plusieurs essais sont souvent nécessaires et comme l'a dit Christian, l'important c'est d'essayer ces systèmes d'aide avec ses lunettes parce que les loupes ne corrigent pas la vision, hein, elles grossissent. Mais il ne faut pas ajouter du flou au flou. Avant d'avoir cette maladie de rétine ou cette atteinte de vision centrale, vous aviez la presbytie et vous mettiez vos lunettes pour lire. La presbytie, elle s'ajoute toujours au flou de votre maladie rétinienne. Et les lunettes qui corrigent les défauts de vue ont un pouvoir quand même appréciable, c'est elles optimisent les contrastes. Donc, pour ces choix, on aura recours à des spécialistes des aides techniques visuelles, que sont les professionnels spécialisés en réadaptation basse vision, les 3 O, ophtalmologistes, orthoptistes, opticiens basse vision,
Les orthoptistes, vous les connaissez parce qu'elles vous aident à utiliser votre potentiel visuel, mais surtout pour la vision de l'utilisation de l'aide visuelle. Elles vont travailler surtout sur la location visuelle et la coordination œil-main qui sont perturbées, elles aussi, par ce déficit visuel. Et elles vont vous préparer et vous donner les techniques, les stratégies pour bien utiliser votre système loupe, le grossissant. Les opticiens basse vision aussi ont des services. Ce sont des opticiens qui sont spécialisés dans ce domaine et qui ont fait des formations spécifiques. Et là, ils vont vous proposer des bilans d'évaluation, des essais, de la vente qui vous sera adapté. Des prêts seront souvent réalisés et le service après-vente est assuré. Et puis, il y a notre association avec ses services de matériel donc, qui vous ont été décrits et nos salariés et nos bénévoles sont formés aux outils qu'ils vous présentent et vous accompagnent dans la manipulation. Certains sont malvoyants et ont connu les mêmes difficultés que vous pour s'y habituer. Mais avant de se lancer dans un achat, maintenant, nous sommes tous un peu informatisés, nous possédons des tablettes, des liseuses, nous avons aussi dans certaines maisons des enceintes intelligentes, ben, autant faire se peut que de profiter de ce que nous offrent tous ces outils. Hein. Et vous avez l'utilisation d'une tablette ou d'une liseuse, vous pouvez grossir jusqu'à un certain point, parce qu'après, c'est plus tellement intéressant de trop grossir, mais vous pouvez avoir cela à portée de main. Vous pouvez avoir des loupes à la maison, mais souvent, elles ne sont pas graduées. On ne sait pas trop quel grossissement elles ont. Donc, se faire aider d'un opticien ou d'une personne spécialisée, ce sera très bien pour la déterminer si elles correspondent à vos besoins. Ce n'est pas la peine d'acheter ce qu'on a déjà à la maison. Et puis, il faut aussi s'intéresser aux facilités que nous donnent nos smartphones, qu'ils soient iPhone ou Android. Hein, on a la possibilité de scanner avec son téléphone, on a la possibilité d'avoir un lecteur d'écran ou d'avoir un assistant vocal. Donc, autant faire se peut de sortir toutes les qualités de ces outils qui sont à notre portée. Maintenant, pour ce qui est du choix d'une aide visuelle, il y a 3 critères qui pour moi sont incontournables et pour les spécialistes de la basse vision. C'est l'apport de l'éclairage et des contrastes, le besoin en grossissement utile, et ce grossissement, il va être propre à chacun. Il va être proportionnel à la taille des caractères à lire. Et si vous offrez un livre lu à un proche qui a besoin d'un grossissement 4 ou 6 ou 10 pour lire, il va être très, très frustré puisque les livres lus, c'est du grossissement 1,8-2. Hein. Donc, il faut quand même s'intéresser aux besoins en grossissement. Mais il y a un item qui est un petit peu délaissé parfois par certains, c'est la vitesse de lecture et la qualité de votre lecture obtenue. Est-ce qu'avec l'aide que vous essayez, vous déchiffrez toujours, vous lisez, vous annonnez, ou est-ce que votre lecture est bien fluide? Parce que pour faciliter votre compréhension et votre mémorisation, il faudra absolument que vous ayez une lecture fluide. Ce n'est pas parce que vous vieillissez que vous ne vous mémorisez pas bien, c'est parce que vous lisez trop lentement. C'est le principe des enfants qui apprennent à lire et qui sont dans le syllabique et qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ben, pour les personnes âgées, quand on a une aide visuelle qui permet que de découvrir les choses en annonnant, ce sera la même chose. Donc, pour ce qui est de l'apport de l'éclairage, nous avons des lampes basse vision de toutes sortes, des simples, pas trop chères, et des plus perfectionnées qui nous donnent plusieurs intensités, plusieurs bains de lumière. Et vous avez aussi des verres filtrants thérapeutiques qui, s'ils protègent des ultraviolets, surtout vont augmenter les contrastes. Et c'est là où les malvoyants légers sont très heureux avec ce type de lunettes. Donc, ces verres filtrants thérapeutiques vont atténuer la sensibilité à l'éblouissement et la photophobie. Et ils se déterminent avec un opticien basse vision par des essais. Et vraiment, c'est des essais, mais qui sont basés surtout sur la subjectivité.
Maintenant, pour ce qui est des systèmes loupe grossissantes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une loupe ne corrige pas la vision, elle grossit les lettres, mais elle va toujours diminuer votre champ de vision. On se retrouve un petit peu comme les personnes qui ont un champ rétréci, tubulaire. Et elles offrent un seul grossissement à la fois. Et si on ne veut pas trop d'aberrations, on aura intérêt à choisir une loupe qui est dite aplanétique. Maintenant, en cas de basse vision, on aura tendance à privilégier toujours une loupe éclairante. Et puis, il faut savoir qu'il faut quand même avoir une prise en main adaptée quand on se sert d'une loupe à main ou à poser. Maintenant, plus le grossissement va être important, Christian vous l'a dit, mais je le répète parce que quand on vient dans nos services de matériel adapté, on vient chercher une grande loupe, bien large. Mais plus le grossissement est important, plus la loupe diminue en taille et plus le champ de vision est étroit. Hein, voilà une loupe grossissement 3 qui est beaucoup plus grosse qu'une loupe grossissement 10. Maintenant, les systèmes grossissants électroniques, on a vu tout à l'heure qu'ils se présentent sous plusieurs formes, des loupes, des tablettes, des téléagrandisseurs, et que certains, certes, sont multifonctions. Ce qui permet, quand on a une grande fatigabilité, c'est de passer du grossissement à la vocalisation de façon très aisée. Et vraiment, c'est quand même un gros confort. Et c'est très intéressant si on est très fatigable ou très photophobe. Il faut savoir que les loupes et les tablettes sont peu encombrantes, ce sont des baladeuses, mais on ne peut pas se dire qu'on va lire un roman avec ça. C'est le fait qu'on offre plusieurs grossissements dans un seul système est très intéressant, hein, puisqu'on va de 3 à 30 fois. Mais enfin, passer 12 fois, ce n'est pas très fonctionnel, faut être honnête. Mais le plus, c'est qu'elle nous permet d'adapter nos éclairages et nos contrastes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus le besoin en grossissement est élevé, et moins on voit de caractères à la fois, et plus l'écran est large, et plus on voit de caractères à la fois. Donc, quand on voit que les loupes électroniques commencent à 3 pouces, elles sont quasiment inutiles, parce que si vous avez besoin de 6-8, vous verrez que quelques lettres à la fois. Donc, moi, je préconise pour une loupe de ne pas aller en dessous de 5 pouces. Mais tous ces systèmes grossissants, qu'ils soient électroniques ou optiques, vont demander qu'on déplace soit la loupe le long de la ligne, soit le texte. Et là, on met en jeu la coordination œil-main et la localisation visuelle qui ont été perturbées. Donc, il s'agit de trouver, avec l'orthoptiste, à améliorer ces situations, mais aussi de se servir de ce qu'on appelle la technique de suivi de ligne, qui est vraiment on ne peut pas s'en séparer quand on est à utiliser une aide visuelle. Si vous avez une vision normale, quand vous lisez, vous faites des différentes fixations et vous faites un grand retour à la ligne suivante parce que vous le repérez. Quand vous êtes avec quelque chose qui vous limite le champ de vision et qui vous limite la visibilité de toute votre ligne, vous allez passer sur la ligne, revenir sur cette même ligne pour descendre à la suivante. Donc, il y a tout un protocole pour rentrer ça dans sa tête et il faut vraiment travailler le sujet très assidûment. Les machines à lire, bon, elles sont bien, mais elles ont quand même pour beaucoup un défaut, c'est qu'elles ne lisent que les textes imprimés, il faut le savoir. Peu nous permettent d'accéder à l'écriture manuelle. Et beaucoup ne permettent pas de sélectionner ce qui est lu. Hein, lire une facture, c'est un peu compliqué parce que bon, les gens qui ont l'habitude le font très bien, mais ceux qui n'en sont pas habitués, et quand on acquiert ça tardivement, qu'on vous lise tous les détails des petites lignes, c'est vraiment saoulant. Et donc, le système ORCAM permet, par une manipulation assez simple, de sélectionner. C'est donc un petit plus, hein, ce crayon qui lit. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que certaines machines à lire sont très simples d'utilisation. Là, il suffit de rabattre le couvercle de l'ORCAM, j'ai perdu le nom, l'Arc Reader.
on rabat le couvercle sur la feuille qu'on a placée et vous lit directement. Donc pour une personne âgée, c'est assez sympathique pour lire un courrier ou des choses comme ça. Maintenant, pour aborder la vocalisation, c'est difficile et c'est un cap à franchir, hein, il faut le reconnaître quand on est âgé, puisqu'on n'avait pas cette habitude-là du tout. Mais malgré tout, si on a besoin d'un grossissement supérieur à x10, il faut y passer. Mais ce système de vocalisation peut venir compléter l'offre grossissante et elles peuvent se cumuler. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui sont victimes d'une malvoyance légère au départ, on pourra s'éduquer à l'écoute en se lisant de temps en temps des nouvelles dans un livre lu ou à écouter une émission radiophonique en entier. Donc, en petit résumé, l'utilisation d'un système grossissant, c'est sympathique, mais plus on grossit, moins on voit de caractère à la fois. La majorité des offres vocalisées ne lisent que l'écriture d'imprimerie et ne permettent pas la sélection de ce qu'on souhaite lire, donc s'en méfier. Et l'apprentissage du braille est beaucoup plus difficile avec l'avancée en âge. Plus c'est tardif, plus le tactile a perdu de sa finesse. Donc, pour vous illustrer un petit peu les différentes solutions, quelques cas de personnes équipées. La personne là a perdu la vision de son bon œil suite à une occlusion veineuse rétinienne, déficit maculaire ancien au niveau de l'œil droit qui date de l'enfance, hein, regardez une éclipse, une malvoyance légère, elle aime lire, travailler sur un ordinateur, que ce qu'elle utilise, un éclairage maximum, un contraste positif, elle choisit ses calligraphies bien arrondies et bien lisibles, elle prend ses livres en gros caractères, elle utilise sa tablette et sa liseuse en grossissant, et dans son ordinateur, elle travaille en Arial et en taille 14 ou 16, et elle transforme tout ce qu'elle reçoit et elle se sert de son zoom, qui est intégré à l'ordinateur. Pour la suivante, malvoyance modérée, qui aime aussi lire des romans, consulter ses recettes de cuisine, et surtout son péché mignon, c'est d'avoir les horaires de transport en commun dans son sac, parce qu'elle aime bien se balader. Elle a choisi ses aides à la lecture, elle a des verres filtrants thérapeutiques pour l'intérieur et l'extérieur. Elle a une loupe à main grossissement 4. Elle a découvert la lecture des livres lus avec la médiathèque AVH grâce à l'opération prédécouverte offerte par le comité. Et elle s'est offert un lecteur qui est maintenant son grand compagnon. Et il y a même s'entreposer entre elle et son mari, mais elle met des écouteurs pour ne pas l'embêter le soir. Et là, maintenant, elle envisage l'achat d'une loupe électronique, mais elle ne pouvait pas faire les deux choses à la fois. La suivante, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps et qui a été confronté dans un premier temps à une malvoyance légère, puis cette malvoyance a évolué au fil des années. Elle a commencé en 2014 avec des verres filtrants thérapeutiques, une liseuse ou une loupe à main éclairante de grossissement 4. Mais en 2016, il y a eu une poussée évolutive et là, elle s'est retournée vers les livres lus avec le système EOL. Elle a acheté un Victor Stream de poche parce qu'elle se balade beaucoup. Elle trouvait ça pratique, mais elle ne s'y est pas faite et elle a repris un Victor de salon que nous prêtons pour découvrir la lecture de livres lus. Et malheureusement, en 2022, sa vision s'est un peu écroulée. Elle garde sa loupe électronique pour voir les gros titres, mais elle s'est acheté un Orcam Read qui lui lit les articles qu'elle a envie de lire. Et elle se sert toujours de son Victor. Donc vous voyez là l'évolution avec l'évolution de la pathologie de cette personne. Et puis ce monsieur est une personne qui a une rétinite pigmentaire et son médecin ne comprenait pas qu'il ne lise plus. Et en fait, ces pertes de lignes, ces difficultés de repérage dans le texte lui ont fait abandonner dans la lecture pendant 3 ans. Et il a été très heureux de retrouver le plaisir de la lecture après un pré-découverte avec la médiathèque de livres lus. Il s'est inscrit à EOL
il a un lecteur de poche. Les bénévoles du comité qui sont spécialisés dans l'utilisation de ce lecteur lui ont appris à s'en servir et il vit bien cette possibilité. Donc pour tous ces objets qui sont fort utiles, certes, il faut un financement. On peut être aidé par la maison départementale des personnes handicapées qui peut attribuer une prestation de compensation aide technique, mais sous condition que votre handicap visuel soit reconnu avant 62 ans ou si vous êtes encore en activité au-delà. Pour ce qui est des non-reconnaissances avant, on peut faire un recours si on peut le prouver, mais c'est une démarche relativement difficile. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une reconnaissance de handicap à 80% de taux d'invalidité, quel que soit l'âge, amène une réduction d'une demi-part d'impôt, donc ce qui permet de s'offrir peut-être, quand on est imposable, un peu plus de possibilités. Il y a l'APA, l'aide à l'autonomie des personnes âgées du conseil départemental et certaines caisses d'action sociale, caisses de retraite, caisses mutuelles et assurance maladie peuvent aussi donner la possibilité d'aider. Maintenant, il y a l'association, on vous a parlé de notre service social et juridique, de la médiathèque, des comités, mais moi, je vais un petit peu insister sur le Fonds central de solidarité qui permet d'obtenir un prêt à taux zéro, remboursable sur 1 an, 2 ans, 4 ans maximum, pour une somme de 4 000 euros et qui permet aux personnes âgées d'avoir la possibilité de s'équiper avec des versements très progressifs et très calculés en fonction des revenus. Et il est bon de savoir que ce fonds social, fonds central de solidarité, si la personne vient à décéder, les héritiers n'en héritent pas. Et ça, c'est une grande préoccupation de nos personnes âgées, de ne pas laisser de dettes à leurs enfants. Maintenant, on va finir sur une petite note qui va peut-être vous surprendre, mais qui nous conforte quand même et qui doivent nous faire confiance en nos capacités cérébrales. Si vous voyez, si vous êtes voyant, on a coupé une phrase par le bas et on lit facilement ce qui est écrit quand même, on traduit ce que l'on voit. Par contre, si on coupe par le haut, c'est beaucoup plus difficile. Et là, ça explique les différentes réponses qu'on doit apporter aux personnes confrontées à une perte visuelle. C'est selon la situation du scotome, on va avoir plus ou moins de facilité pour trouver la solution. Et pour ceux qui lisent toujours, vous allez voir une phrase où chaque mot, les lettres sont mises dans le désordre. Et pourtant, vous pouvez donner du sens à cette phrase. Et on va conclure qu'il faut avoir confiance quand même en nos capacités cérébrales, puisqu'on a stocké des informations visuelles, on a des images des mots, on connaît les silhouettes des mots, et ça nous aidera à compenser. Donc, les aides techniques, oui, mais nos acquis sont très utiles quand on est malvoyant. Je vous remercie pour votre attention, votre soutien. Pour la pérennité de nos actions. Je sais que certains donnent déjà à notre association, mais pour ceux qui ne donneraient pas, merci pour elle. Ça nous permet de continuer ces actions et je peux vous dire que vraiment, j'apprécie beaucoup l'œuvre de l'association Valentin Oui. Merci et j'ai pris peut-être beaucoup de temps pour vous. Je ne vais pas laisser beaucoup de temps aux questions, mais on va essayer de vous répondre si vous en avez. Je laisse la parole à Béatrice. Merci Martine et merci à tous les intervenants pour ces exposés qui ont été très clairs. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, je vais essayer quand même de faire une petite synthèse des questions et quelques réflexions de ma part en tant qu'ophtalmo. Très souvent, les patients déficients visuels, quand ils perdent la lecture, me font une réflexion qui est très pertinente, qui me disent « mais moi j'arrête aussi de lire parce que ça me fatigue, j'ai les yeux rouges, j'ai plus envie, ça va user mes yeux ». Martine vient bien de vous le signifier. Votre œil, c'est un petit morceau de votre cerveau.
plus vous lisez, plus vous l'entretenez, plus vous entretenez votre cerveau. Donc, n'hésitez pas. Même si vous avez l'impression que ça fatigue, que les yeux sont un peu rouges, sont un peu collés, sont un peu fatigués, on rajoute quelques larmes artificielles, mais n'hésitez pas à faire l'effort de lire. Je vous rappelle, comme vous l'ont dit aussi les intervenants, que quand vous acquérez différents matériels, effectivement, il faut apprendre à s'en servir et différentes stratégies sont à apprendre. Ce n'est pas toujours évident. N'hésitez pas à avoir recours aux professionnels. Si vous ne connaissez pas d'orthoptistes spécialisés basse vision ou d'opticiens qui sont près de chez vous, vous avez bien sûr le recours auprès des différents comités de l'association Valentin Aoui. Je vous rappelle également qu'il existe un numéro vert complètement gratuit du handicap visuel, le 0800 013 010, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h. Au bout du fil, vous allez avoir un monsieur qui s'occupe d'une base de données et qui pourra vous répondre par secteur géographique et par endroit si vous avez besoin de conseils ou si vous avez besoin d'avoir une adresse pour une orthoptie spécialisée. Nous n'avons pas le droit, malheureusement, de diffuser ces listes d'orthoptie puisque ça fait partie, voilà, pour une histoire de non-concurrence entre les orthoptistes. Voilà, c'est donc penser à travailler avant vos stratégies, éventuellement avec une orthoptiste. N'hésitez pas à lire. Faites bien la différence entre la lecture plaisir. J'aimais lire des romans. J'avais prévu à ma retraite de lire toute ma bibliothèque et je ne peux pas le faire. Malheureusement, on n'a pas les mêmes besoins et on n'a pas les mêmes qualités de lecture entre la lecture plaisir et la lecture informative. Je ne peux plus lire un roman, mais je peux encore consulter mon relevé de banque, par exemple. Ça n'est pas la même tâche et ça n'est pas la même chose. Voilà, il faut essayer c'est vrai qu'il faut adapter par rapport à sa demande. Alors, nous avons eu quelques questions, on ne va pas avoir le temps de tout traiter, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on avait quelques questions, en particulier par rapport aux équipements en lunettes. Une question, on nous demandait, est-ce qu'on peut faire des verres progressifs, par exemple, teintés? Est-ce que je peux essayer des verres progressifs avec des teintes différentes? Alors, on pourrait toujours envisager de faire des essais avec des clips, par exemple, que l'on rajoute sur les verres teintés, mais il faut bien savoir que pour lire, dès que l'on est un petit peu malvoyant, le verre progressif n'est absolument pas idéal et qu'il vaut mieux avoir plusieurs paires de lunettes. Généralement, c'est ce qu'on conseille, hein. Vision de loin, vision de près, on peut voir. Je vois Martine qui Moi, je ne suis pas d'accord. Ben oui, mais on peut tenter sans ça avec des clips. Hein. Si Mais on moi, a j'aime bien été parce qu'avec Martine, habitué on à a des grandes discussions. progressifs, c'est insupportable. Ouais. Alors, voilà. Et en notamment tout cas, pour voir dans ton assiette. Oui, et c'est pour ça qu'éventuellement faire des essais avec des clips par-dessus ces verres progressifs à soi, Voilà, oui, c'est par surtout rapport à les ce qu'on clips. donne, Oui. ça peut exister. J'avais aussi une autre question sur, pareil, adapter éventuellement différents matériels sur des patients porteurs de lunettes très particulières, avec des prismes, quand il y a ce qu'on appelle une diplopie, une vision double, hein, avec des différences. Là aussi, il faut faire des essais très particuliers avec des opticiens basse vision qui ont un petit peu l'habitude, hein, mais pour voir si on peut rajouter des filtres ou utiliser différents matériels. Mais le prérequis là, ça sera vraiment de porter ces prismes en permanence si c'est nécessaire. Il ne faut surtout pas les enlever. Une petite question aussi où on me posait une question, est-ce qu'il existe des lunettes qui améliorent la vision nocturne? Eh bien, malheureusement, non. Hein. Effectivement, on a des dispositifs qui s'appellent des jumelles de vision nocturne qui sont employés par des armées, etc., etc. Mais ce sont des dispositifs extrêmement lourds que l'on met sur un casque et qui pèsent près d'1 kilo. Ça n'existe pas en lunettes, malheureusement. Et rien ne sera plus efficace qu'un téléphone, un iPhone ou un Android de base qui va vous permettre d'explorer la scène et de la regarder dans ces cas-là. Mais je n'ai pas de jumelles à vision nocturne. On avait également une petite question sur les différents types de cannes, et en particulier sur la différence entre les cannes blanches et les cannes jaunes, et les cannes de signalement, on va dire. Alors, bien sûr, en théorie, canne jaune, ça paraît simple, hein, canne jaune pour les malvoyants, canne blanche pour les patients inférieurs à 1/20. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que d'abord, beaucoup de gens ne connaissent pas la signification de la canne jaune et donc parfois, certains revendeurs hésitent à les vendre parce qu'ils vous disent « mais les gens ne comprendront pas ce que c'est hein. ». En plus, il existe certaines cannes blanches qui se replient, qui sont beaucoup moins encombrantes et qui servent essentiellement au signalement.
Voilà. Si j'ai un conseil à vous donner, selon votre cas particulier, si vous avez un doute, vous pouvez aussi téléphoner au numéro vert qui vous mettra en relation éventuellement et qui posera la question avec un instructeur en orientation mobilité pour vous orienter vers le meilleur type de canne auquel vous avez affaire. Hein. Puisque là, ça va dépendre un petit peu de votre état ophtalmo et de votre autonomie dans vos déplacements. Voilà. On avait enfin une question sur les bibliothèques en e-book. Alors là, j'avoue que je sèche un peu. Voilà. Parce que effectivement, on peut se penser et se dire, après tout, si je pouvais récupérer tous les livres en forme de fichiers numériques pour les mettre sur mon ordinateur et pour lire avec, ça serait, voilà, ça serait très bien. Mais le problème, c'est qu'il existe des droits d'édition et des droits d'éditeur. Hein, et donc, ça ne peut pas se faire. Ça ne se fait que dans un cas très particulier. Ça existe pour certains livres scolaires avec des aménagements qui ont été prévus par l'éducation nationale et on ne peut pas les diffuser. On n'a pas d'autorisation de diffusion. Mais effectivement, les droits d'auteur font que l'on ne peut pas avoir de grosses ressources numériques. Je pense avoir fait un petit peu le tour des questions. S'il y en a d'autres, comme on vous l'a dit au début de webinaire, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse que va vous rappeler Olivier. Alors, à l'adresse suivante, communication@avh.asso.fr. Voilà, une toute petite dernière question à laquelle je n'ai pas répondu. DML1, pour plus de 62 ans, est-ce qu'il existe d'autres moyens de remboursement? Il faut vous adresser, comme disait Martine, auprès de votre CPAM, de votre caisse primaire d'assurance maladie, et il y a un moyen de recours qui est peu connu qui s'appelle les prestations extra-légales. Renseignez-vous auprès, si vous avez plus de 62 ans, renseignez-vous auprès des assistantes sociales pour votre CPAM, pour la modalité des prestations extra-légales, qui est une modalité qui est généralement peu connue, alors qu'elle peut ouvrir le droit à des remboursements. J'ai sobrement évoqué les services nouvelles technologies parce que, en fait, beaucoup de personnes ne savent pas que l'iPhone a des qualités exceptionnelles pour les personnes déficientes visuelles et ils en ont un. Et ces services de nouvelles technologies dans les comités vont aider ces personnes à ressortir le maximum de leur téléphone. Et beaucoup ont renoncé à l'informatique, effectivement. Et là, nos services nouvelles technologies et nos clubs informatiques vont être de précieuses aides pour eux. C'est actuellement un des volets les plus importants dans les prises en charge en compensation du handicap visuel. C'est l'accessibilité au numérique, à tel point que l'on voit apparaître une nouvelle profession qui s'appelle les médiateurs en numérique, pour apprendre essentiellement à nos patients à gérer l'ordinateur, les tablettes, l'iPhone. C'est l'outil vraiment qui est le plus demandé actuellement pour l'autonomie, y compris, moi je vois arriver des patients, puisque j'ai repris un peu du service, mais des patients de plus de 80 ans, puis de plus de 90 ans, qui se mettent aux tablettes et qui se mettent à l'iPhone avec des procédures un petit peu simplifiées et qui arrivent à récupérer une autonomie avec ces appareils qui sont en réalité vendus dans le commerce. Voilà. C'est un très grand moyen actuellement, effectivement, de préserver son autonomie. Mais je pense que ça mériterait plus tard un webinaire pratiquement consacré. Je pense qu'un webinaire sur le numérique serait bienvenu. Exactement. Je pense que ça mériterait toute une soirée là-dessus. Oui. Effectivement. On ne peut pas tout faire. C'est un début, Christian. On va conclure sur ces quelques mots. Je voudrais remercier Béatrice Lebaille. Merci, docteur, de nous avoir accompagnés pour ce premier webinaire. C'était vraiment une ressource très riche. Merci beaucoup pour vos explications et merci aux intervenants. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci à tous et très bonne soirée.